La team, Vladimir Poutine prend la parole sur la crise entre la Palestine et Israël. Vladimir Poutine fait quelques petites révélations. Selon ces révélations, je tiens déjà à dire ici que pour Vladimir Poutine, l'ONU a promis à la Palestine qu'elle devait devenir un État et avec Jérusalem comme capitale. Et apparemment, c'est quelque chose qui n'a donc pas été réglé. Et donc, les Palestiniens ont raison de se battre pour avoir ce que l'ONU leur a promis. À côté de ça, vous savez ce qui se passe. Hein? Les Israéliens, eux, continuent à bouffer la terre. Ils continuent à bouffer. J'ai ici l'impression que la même histoire qu'on a avec l'Ukraine et la Russie, c'est la même histoire qu'on a avec la Palestine et Israël. Israël veut forcément posséder tout le territoire palestinien. Et pour ça, il n'hésite pas tout le temps à partir tirer un peu de terre, tirer un peu. Finalement, les Palestiniens se rendent compte qu'ils n'ont plus de chez eux. Ils se retrouvent donc maintenant dans une position où ils deviennent étrangers chez eux. Mais bon, vous mettez-vous un peu à la place des personnes qui vont perdre leur domicile. Le domicile qu'eux-mêmes, ils ont hérité de leurs parents. Peut-être parce que leur voisin a plus de force, plus de relations, plus de qualité, plus de capacité à se battre. Il va arracher peu à peu leur maison et finira même par construire où il viendra loger ses enfants. Le moment viendra où vous aurez un ras-le-bol total et vous allez dire qu'on aille se battre, peu importe les conditions, qu'on perde ou qu'on gagne, on va se battre. Et donc, les Palestiniens pourront nous aller se battre avec, c'est-à-dire avec la force du désespoir. À côté de ça, les Israéliens aussi ont été attaqués par les Palestiniens. Ils ont été lourdement attaqués. Et donc, eux aussi, ils ont le droit de se défendre. Ils ont le droit de défendre leur territoire, de défendre leurs citoyens. C'est ça qui est un État. Et donc maintenant, pour éviter tous ces conflits, il ne faut que rechercher la paix. Mais si vous décidez de chercher la paix sincère. Parce que si vous cherchez toujours la paix de la façon dont l'ONU la veut, vous subirez forcément un coup d'État bientôt. Le ministre d'État, Bazolma Bazier, vous avait dit cela, que si vous ne vous revoyez pas aux Nations Unies, vous aussi, vous aurez un coup d'État forcément. Parce que c'est sur vous, c'est sur votre dirigeance, c'est sur votre gouvernance, c'est sur votre gouvernance qu'on voit tous ces conflits qui se vivent dans le monde. C'est sur votre gouvernance qu'on voit la guerre en Ukraine. C'est sur votre gouvernance qu'on voit aujourd'hui la guerre en Palestine. C'est sur votre gouvernance qu'on voit aujourd'hui tous les conflits qui se vivent en Afrique. Vous n'avez jamais été digne. Vous n'avez jamais pris position pour la vérité. Vous avez toujours pris position pour vos intérêts et surtout pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. Les intérêts de l'Occident. Et si vous ne changez pas cette façon de faire, le monde va vraiment aller en couille et les guerres qui vont arriver, vous aussi vous en subirez les conséquences. Mais surtout vous, parce que vous êtes placé où si la guerre arrive, ça sera la pire, c'est-à-dire mais la pire des guerres. Vous êtes placé au mauvais endroit dans le monde. Dans la team, ici nous allons écouter la vidéo de Vladimir Poutine, mais aussi l'intervention de France 24. Écoutons ces deux vidéos, la team. Donc Israël a été confronté à une attaque sans précédent sur le plan historique, pas seulement dans son ampleur, mais aussi dans son exécution et dans sa cruauté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Israël répond au même niveau et aussi de façon cruelle. Nous comprenons la logique des événements, mais malgré toutes les cruautés des deux côtés, je suppose, bien sûr, il faut penser aux civils. Je l'ai dit, je le répète, aujourd'hui nous voyons que même aux États-Unis, il y a des appréciations qui sont données de ce qui se produit sur le terrain. Il y a différents scénarios d'évolution de la situation. Par rapport à la bande de Gaza, par exemple, il y a des mesures qui peuvent être prises
des mesures militaires ou pas militaires. Certains pensent à comparer au blocus de Leningrad, mais nous comprenons très bien ce que ça signifie. Et ça, c'est inacceptable. Plus de 2 millions de personnes, ils sont pas tous des soutiens du Hamas. Et donc tout le monde doit souffrir, y compris les femmes et les enfants. Donc qui peut être d'accord avec ça? D'un autre côté, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui lors de la rencontre avec les collègues, Israël a le droit d'assurer sa sécurité, d'avoir des garanties de sécurité, mais il faut trouver les instruments pour sortir de cette situation et je pense que la solution peut être justement par le travail d'intermédiaire, de médiateur. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a en Russie beaucoup de nos compatriotes, d'anciens citoyens de Russie et de l'URSS. Pour nous, c'est un fait important qu'on ne peut pas négliger, mais nous avons de très bonnes relations avec le monde arabe, qui sont anciennes, qui datent de plusieurs décennies, et en premier lieu avec la Palestine, à qui il a été promis en son temps qu'il y aurait un État palestinien, avec Jérusalem pour capitale. La décision avait été prise au niveau de l'ONU. Et donc, ils ont le droit d'attendre que ces promesses soient satisfaites. Invité de ce journal, le docteur Jean-François Corti. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de Médecins du Monde. Pour entrer dans le vif du sujet, dans le détail, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation humanitaire à Gaza ces dernières heures, par exemple? Écoutez, nous sommes en lien avec les équipes de Médecins du Monde, c'est une vingtaine de personnes et ils nous témoignent d'une situation qui est effroyable. On parle d'environ 2000 morts et de 7-8 000 blessés dans un contexte où les hôpitaux ne peuvent pratiquement plus travailler. Il n'y a plus d'électricité, le fioul commence à manquer pour les groupes électrogènes. Les stocks de médicaments s'amenuisent, l'accès à l'eau et à la nourriture est rendu très très difficile. Donc ça veut dire que ces blessés, pour la plupart, vont mourir dans les jours qui viennent. Donc on est dans un contexte catastrophique. On fait de la médecine de guerre, du tri de malades. On prend les malades qui pourront être sauvés avec un geste simple. Voilà, donc la situation, elle est cataclysmique à la fois pour les humanitaires qui risquent leur vie. Nous avons dans notre équipe des gens qui ont perdu des familles. Une partie a réussi à aller au sud, l'autre n'y arrive pas compte tenu des conditions de sécurité. Donc la situation est catastrophique. Ce qu'il faut dire, c'est que la demande de déplacement d'un million de personnes en 24 heures est totalement irréaliste parce qu'il n'y a pas les conditions requises pour ça. Pourquoi? Il continue à y avoir des bombardements au nord et au sud, donc certaines personnes tentent de s'engager sur la route, mais doivent faire chemin arrière parce que c'est trop dangereux. La partie sud est déjà saturée en population, on est sur une bande ultra dense en termes de population, rien n'est prêt pour pouvoir recevoir 1 million de personnes, pas de tentes, pas d'eau, pas de nourriture, pas de dispositif de soins, donc on n'est pas prêt pour ça, et les routes sont saturées aussi, il n'y a qu'un axe nord-sud, donc c'est totalement irréaliste, à moins de considérer qu'il y aura et il y a un nombre conséquent de victimes aujourd'hui. Concrètement, à ce à quoi on est témoin, c'est un massacre massif, délibéré de civils pour l'instant sur ce territoire. Vous avez, vous, des contacts à Médecins du Monde avec les autorités israéliennes? Non, on n'a pas de contact direct aujourd'hui sur cette problématique. On donne des informations via la presse, via nos canaux aussi d'équipes qui se trouvent en Cisjordanie. Donc les autorités, que ce soit françaises, israéliennes, la communauté internationale est particulièrement au courant de la situation. Tous les spécialistes des situations d'urgence, on a vu des états de siège, on sait ce que ça donne, on a vu à Mariupol en Ukraine, on a vu à Alep en Syrie. Dans ces situations-là, même la population civile avait le temps de s'échapper. Il ne restait souvent d'ailleurs que des personnes âgées, des malades, quelques combattants. Mais là, dans ce blocus qui était déjà préexistant, une espèce de prison à ciel ouvert, personne n'a pu bouger. Donc vous avez énormément de familles, d'enfants qui sont en lien avec ce drame. D'ailleurs, la majorité des blessés que nous voyons, que nous soutenons, ce sont des femmes et des enfants. Et Médecins du Monde
soutient quelques centres de santé, on fait des dons de médicaments. Aujourd'hui, nos stocks commencent à être plus faibles. Et ce qu'il faut vraiment dire aujourd'hui, c'est qu'un corridor humanitaire qui consiste à faire rentrer de l'eau, de la nourriture, des médicaments, du fuel, pour pouvoir au moins faire en sorte que les déplacés puissent être pris en charge correctement, c'est le minimum. Et il faut que les bombardements cessent, qu'il y ait des cessez-le-feu pour que les civils puissent avoir du répit, soit pour aller chercher de la nourriture et de l'eau, soit pour pouvoir se déplacer. La situation, elle est catastrophique. Docteur Jean-François Corti, dans ces conditions que vous nous décrivez, l'eau, la nourriture, l'électricité, pour satisfaire les besoins de base qui sont en train de manquer, comment les humanitaires arrivent-ils tout de même à travailler quand ils y parviennent? On est dans une situation exceptionnelle de mémoire humanitaire sur des conflits contemporains. Nous n'avons jamais vu cette situation où nos équipes doivent aussi faire attention à leur vie, à la vie de leur famille. Ils ont déjà, pour la plupart, perdu des membres de leur famille. Nous n'avons d'ailleurs pas de contact avec toute notre équipe parce qu'il n'y a plus d'électricité, plus de possibilité de recharger les téléphones portables, les lignes fixes qui sont encore fonctionnelles, pour certains ne fonctionnent pas. Donc c'est une situation, je vous le dis sincèrement, qui est exceptionnelle parce que aujourd'hui, les humanitaires ont des difficultés et les soignants pour pouvoir travailler. On sait que le droit humanitaire international, qui est censé un petit peu humaniser la guerre, c'est-à-dire protéger les civils, les aidants, sanctuariser les lieux de soins, les ambulances, n'est pas respecté d'ailleurs dans de nombreux conflits, comme au Yémen, en Syrie, on l'a vu, mais aujourd'hui à Gaza, la situation est la même. Donc ce droit humanitaire ne protège pas les civils aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'on puisse permettre aux humanitaires et aux soignants de faire leur métier dans de bonnes conditions sans risquer leur vie et permettre à des civils de se déplacer dans de bonnes conditions. Je le répète, l'annonce pour faire déplacer 1 million de personnes en 24 heures, c'est du jamais vu dans l'histoire contemporaine des conflits. Il va y avoir, et il y a beaucoup de victimes, les 6 à 7 000 blessés ne pourront pas être pris en charge et la plupart vont mourir. Nous sommes encore une fois en train d'assister à un massacre délibéré de masse en ce moment sur le territoire de Gaza. Si Médecins du Monde avait un message en direction des autorités françaises, quel serait-il ce message ? Nous l'avons communiqué à plusieurs reprises, encore hier dans un communiqué de presse qui rejoint le positionnement et l'inquiétude majeure des organisations humanitaires, c'est-à-dire faire en sorte, encore une fois, il puisse y avoir un corridor humanitaire pour faire entrer, et on peut depuis notamment l'Égypte faire entrer de l'eau, de la nourriture, du fioul, des tentes, des médicaments pour au moins faire en sorte qu'on puisse préparer et accueillir ce million de personnes qui, dans tous les cas, arrivera que de manière parcellaire et avec beaucoup de blessés, beaucoup de morts en chemin. C'est demander à ce qu'il y ait des fenêtres de répit sur les bombardements pour que les civils puissent aller chercher, si c'est possible, de la nourriture et de l'eau, si tant est qu'elle arrive à rentrer. Donc c'est être dans cette configuration où il faut respecter aussi les soignants, les civils et les aidants. On est dans une situation, je dirais, ultime, catastrophique. Je le dis de manière très sereine et pesée, c'est la vie de millions de personnes aujourd'hui qui est engagée, un pronostic vital à moyen et court terme qui est engagé parce qu'on était déjà sur un contexte de blocus avec des difficultés à l'accès à de l'eau potable. Et quand on parle d'accès à de l'eau dans un système où il n'est plus possible d'avoir de l'eau potable de qualité, ça veut dire des mortalités de très haut niveau à court terme. Merci beaucoup, docteur Jean-François Corti, d'avoir été avec nous sur France 24, vice-président de Médecins du Monde.